Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous parlons ce soir de spina bifida, une malformation congénitale de la moelle épinière et de la colonne vertébrale. Dans cette pathologie, les vertèbres ne se ferment pas sur la moelle épinière qui n'est donc pas protégée. Il en résulte des conséquences graves, des déficiences motrices, sensitives, sphinctériennes et génitales. Le plus difficile est souvent d'annoncer la maladie à la famille, que ce soit avant ou après la naissance de l'enfant. C'est un drame qui se traduit très souvent par la désunion des parents. Chacun accusant l'autre d'être à l'origine de la maladie. On verra d'ailleurs la part de la génétique dans l'apparition du spina bifida avec mes invités, mais surtout la possibilité de prévenir cette maladie lourde de conséquences sur la personne atteinte, mais aussi sa famille. Comment la chirurgie, mais aussi la réadaptation fonctionnelle peuvent-elles améliorer le pronostic dans cette maladie? Voilà en gros les questions qu'on posera à mes invités ce soir. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir professeur Taiba Souhil. Vous êtes neurochirurgien, vous êtes chef de service au CHU de Blida. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Habib Jafar Rachida. Vous êtes spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle au CHU Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, j'ai le grand plaisir de recevoir M. Kaiba Nadir. Vous êtes président de l'Association nationale des malades spina bifida. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à tous pour parler donc de cette maladie, à mon avis très peu connue et de laquelle nous n'en parlons pas assez dans les médias, et pourtant elle touche beaucoup de gens en Algérie. Monsieur Kaiba, j'imagine que la première mission d'une association, c'est bien entendu de faire connaître cette pathologie, mais aussi porter la voix des malades. Quelle est aujourd'hui la situation des personnes malades, justement, des personnes atteintes de spina bifida en Algérie ? Merci tout d'abord, merci pour l'invitation. La situation en Algérie des spina bifida, bon, c'est une maladie dite rare, mais elle est fréquente en Algérie. On n'a pas de statistiques exactes de nombre de malades. On n'a pas. On parle à peu près d'une personne sur 2000, d'une naissance sur 2000. On peut dire par rapport à mon expérience. Bon, après, finalement, on ne dépiste pas, donc peut-être que c'est très peu vu. Oui, on peut dire 3 sur 1000, parce qu'on a beaucoup de malades, et ça dépend des types. Il y a ceux qui sont graves, la myélomélangocèle, et ceux qui sont occulta. Mais la plupart, mais le nombre de malades ne cesse d'augmenter par manque de prévention, manque d'information, manque de sensibilisation auprès des familles de malades et auprès des professionnels de la santé. Est-ce qu'on arrive à anticiper, en posant cette question, peut-être que je vous attendais plus justement sur la situation, le vécu, puisque vous êtes vous-même parent d'une personne atteinte de spina bifida, votre fille qu'on salue d'ailleurs au passage. Comment va-t-elle déjà? Comment ça se passe pour elle, la prise en charge? Est-ce qu'on est arrivé au fil des ans à bien la prendre en charge, à lui éviter par exemple un handicap moteur ou mental? Non, le problème, bon, ma fille, elle est âgée de 13 ans, elle est atteinte de cette maladie, elle a des malformations associées, comme la paralysie, comme l'hydrocéphalie, comme elle a beaucoup de complications, la vessie neurologique, des complications orthopédiques, la scoliose, problème ophtalmologique. Et jusqu'à présent, elle est scolarisée, elle suit sa vie. C'est déjà une bataille de gagner. Oui, c'est une bataille. Mais l'évolution de la prise en charge, quand même, elle est évoluée par rapport à un certain temps. Parce qu'il y a quand même une conscience chez les professionnels de santé, il y a une volonté d'améliorer la prise en charge qui devait sous une approche multidisciplinaire. Vous savez que juste pour de prendre en charge un malade spinal, ce n'est pas juste un geste. Beaucoup de personnes pensent que c'est juste un geste chirurgical du médecin. Un malade est repris sur ses pieds. Mais c'est complètement faux. La prise en charge des malades spina bifida relève d'une approche complexe et durable, en associant plusieurs intervenants, notamment sanitaires, institutionnels et sociaux. Absolument. Alors, professeur Taiba, j'aimerais qu'on s'arrête peut-être sur ce chiffre, une personne sur 2000. Vous pensez que c'est représentatif de la réalité? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour la deuxième fois.
bien que je sois gêné parce que vous m'invitez pour jouer le mauvais rôle en alarmiste et pour dire que les voyants sont dans le rouge. Oui. La première fois, on avait parlé... Parfois, c'est bien d'alarmer aussi, hein, professeur. Et je joue le mauvais rôle. J'aurais souhaité dire que tout va bien, mais bon... C'est pas le cas. Malheureusement. Alors, la première fois, on avait parlé des tumeurs qui sont en courbe exponentielle. Aujourd'hui, on parle de SPINA. Et c'est un problème que j'ai connu jeune déjà médecin et jeune résident de neurochirurgie. Et les chiffres n'ont pas changé, la prise en charge. Je parle de la prévention, n'a pas changé du tout. Depuis des décennies, on en parle. Depuis que j'étais résident à l'hôpital Haïti-Dir, on opérait beaucoup. Et jusqu'à date, on reçoit beaucoup de malades, malgré les efforts, les grands efforts de la Société algérienne de neurochirurgie, des différents collègues, etc., qui ont alarmé, qui ont écrit dans les journaux, qui ont communiqué, qui ont établi des guidelines, etc. Mais jusqu'à maintenant, on voit que les chiffres sont toujours importants. Alors, pour répondre à votre question, c'est une pathologie qui est très fréquente, sinon on dit très fréquente, parce qu'elle touche les ethnies caucasiennes et un peu hispaniques. Donc, on ne trouve pas beaucoup de SPINA en Asie et en Afrique noire. On la trouve surtout dans le bassin méditerranéen. D'ailleurs, les premiers cas, la première monographie, on dit monographie, c'est-à-dire le premier travail scientifique, a été fait par un Français qui est parti en Irlande, parce que ça touche un peu plus la race blanche. Et chez nous, dans le bassin méditerranéen, nous avons beaucoup de SPINA. On voit quelques exemples justement de cette malformation sur les images. Ok, donc... Et sinon, en Algérie, il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres. Mais de manière globale, il y a 2 thèses de doctorat d'État qui ont été réalisées, faites. Il y a celle du professeur Iwal Allen, déjà très ancienne, une véritable thèse, un véritable travail, qui a commencé à alarmer, à informer. Et il y a une deuxième thèse qui a été donc présentée par le professeur Terilt, qui est neurochirurgien à l'hôpital Mayo, sur les SPINA. Donc, chez nous, on en voit beaucoup. Chaque service de neurochirurgie opère une moyenne de 2 malades. Je parle des malades qu'on reçoit déjà. 2 malades par semaine. Alors que dans les normes, ailleurs, peut-être il y a un malade chaque 6 mois. Pour parler des chiffres, les chiffres sont variables, mais nous n'avons pas des statistiques réelles, mais à peu près un malade pour 1000 ou 2 malades pour 1000, mais c'est des régions. Il y a des régions. Donc c'est beaucoup plus que les chiffres que j'ai donnés. Hein. Moi, j'ai donné une naissance sur 2000. C'est quand même un peu loin. Vous avez parlé d'un mot-clé, hein, justement, dans cette maladie, qui est la prévention. Comment améliorer, finalement, la prévention, et c'est le rôle de qui, selon vous ? En fait, la prévention, c'est le rôle de tout le monde. C'est votre rôle. Parce que c'est quand même, parce que c'est quand même une maladie qui a des conséquences très lourdes. Hein, on va le voir tout au long de cette émission, et qui pourrait être évitée finalement. C'est ça. Alors, il y a le proverbe ou l'expression d'Hippocrate, qui est le père de la médecine, qui disait il est difficile à l'homme de réparer ce que la nature a mal fait. Donc le SPINA, quand on est, le diagnostic, il est déjà fait. C'est déjà trop tard. Et on est avec un SPINA. Même avant la naissance, on a déjà un SPINA. Je rappelle que vous avez très bien donc, défini le SPINA sur le plan académique et pédagogique. Donc c'est une ouverture du tube neural qui s'installe à partir de la 3e semaine après la conception. Et on va le dire, ça on va le dire tout à l'heure, hein, professeur, on va expliquer tout ça tout à l'heure. Professeur Jaffar, je l'avais dit en préambule, troubles vésico-sphinctériens, mobilité réduite, handicap, troubles cognitifs, les conséquences de cette maladie sont très lourdes. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à avoir un parcours de soins qui améliore plus ou moins, puisque vous êtes dans la médecine fonctionnelle, qui améliore plus ou moins la fonctionnalité, j'ai envie de dire, ou la mobilité de nos malades ? Donc, effectivement, notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie de ces patients. Donc, effectivement, il y a plusieurs structures, il y a des centres de rééducation un peu partout sur le territoire national qui sont aptes à prendre en charge cette pathologie. Donc, elle est d'abord préventive et puis elle est curative. Donc, on prévient d'abord les troubles orthopédiques et puis s'ils sont là, on peut les traiter. Sur le plan vésico-sphinctérien, malheureusement, ce n'est pas toutes les structures qui sont habilitées à prendre en charge ce trouble vésico-sphinctérien. Il y a certaines structures. Donc, mais quand même, il faut vraiment s'intéresser à ce trouble parce qu'il a un rôle sur le pronostic vital. Donc, il faut tout faire pour protéger le haut appareil.
Bon, pour ce qui est du rachis également, donc nous avons aussi une place sur l'appareillage, donc c'est un tout, donc c'est très vaste. Oui, peut-être pour mieux comprendre, je vais vous inviter à regarder un reportage qui a été tourné dans votre service, professeur Tleiba, justement pour peut-être connaître de plus près le vécu des personnes vivant avec un spina bifida. Notre reporter Ouf Hamouche a rencontré des patientes dans le service de neurochirurgie de l'hôpital France Fanon de Blida. Elles reviennent sur leur parcours. Regardez. Saïda est une fillette de 10 mois, hospitalisée au service de neurochirurgie au niveau de l'hôpital de Blida. Comme le montrent ces images, l'enfant souffre depuis sa naissance de spina bifida, une anomalie congénitale due à la non-fermeture de la colonne vertébrale. C'est un spina bifida, mais qui est en région cervicale. Ça dépend de l'endroit où elle est située. Cette anomalie congénitale est caractérisée par plusieurs troubles. Dans son cas, il n'y a pas de trouble. Elle a juste une anomalie, elle a juste une boule qui est plantée sur son cou, mais sans qu'il y ait de paralysie. Il y a d'autres spinas qui sont plantés, qui naissent au niveau de lombaire. Là, le spina est plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a cette pochette-là peut contenir des nerfs, et par la suite, ces nerfs-là vont être mal formés. Donc ça va donner une paralysie des membres, ça va donner un problème au niveau des urines, ça va donner également un gros problème au niveau pour retenir les matières fécales. Pendant toute la grossesse, la malformation de Saïda n'a pas été détectée. Sa mère ne l'apprend que lors de son accouchement. Comme Saïda, nous avons été touchés par le cas de cette autre petite fille qui, elle, souffre d'une des plus sévères spina bifida, l'hydrocéphalie. Malheureusement, c'est un cas que je vous présente, une malformation avec des complications. Et les complications les plus sévères, c'est l'hydrocéphalie, ça veut dire que l'accumulation d'un liquide au niveau du cerveau. Vous voyez ici, regarde, vous voyez ici une dilatation de la tête. Là, c'est une tête avec un périmètre crânien qui est un peu plus grand que la normale. Et là, forcément, il y a une dilatation du ventricule, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Le mât fera ça, le langage un petit peu commun. Et là, c'est une complication un peu très importante. Et là, elle est obligée d'intervenir. Quelques minutes après notre passage, la petite fille accédera au bloc opératoire pour subir une intervention chirurgicale très délicate par des spécialistes. Des opérations délicates de ce genre, le professeur Tleiba en a réalisé des centaines. À ce propos, le professeur nous explique qu'une bonne prévention, un bon diagnostic, un bon traitement thérapeutique permettra une meilleure prise en charge de cette frange de patients. C'est un problème très très sérieux et un problème de santé publique. Il faut savoir que dans les maladies rares, les spina bifida sont classés deuxième après la trisomie de manière globale sur le plan épidémiologique. Et cette pathologie, cette malformation qui est pluridisciplinaire, ne concerne pas seulement la neurochirurgie, elle concerne plusieurs spécialités. C'est pour ça qu'on conseille à toutes les femmes enceintes de prendre de l'acide folique, en plus de fer, parce qu'il y a un besoin de fer il y a toujours une anémie chez la femme enceinte, mais l'acide folique renforce, évite les malformations, entre autres la malformation de type neurologique et spina bifida. Mais l'acide folique, parfois on le prend en retard. Parce que la malformation, elle survient après 3-4 semaines de la vie intra-utérine. Et la femme, elle ne se rend même pas compte qu'elle est enceinte. Et au moment où on découvre qu'elle est enceinte, elle commence l'acide folique après 2-3 mois. Alors qu'il est très important de programmer la grossesse, c'est bien, et de commencer l'acide folique à partir du moment où on a un doute rapide que la femme est tombée enceinte. La pathologie du spina bifida nécessite aujourd'hui, plus que jamais, la mobilisation de moyens humains et médicaux capables de prendre les patients atteints de cette malformation. En Algérie, il serait des milliers à en souffrir. Alors, on est devant clairement une pathologie, un problème de santé publique. La souffrance, on l'a vu d'ailleurs dans ce reportage, commence dès la petite enfance. À quoi ressemble finalement la vie aussi du parent que vous êtes? On a parlé tout à l'heure un peu de votre fille, mais à quoi ressemble aussi la vie des parents des enfants atteints de cette maladie, puisque ça commence dès le premier jour de naissance? Oui, juste après l'annonce du diagnostic, tout... Même avant parfois, voilà. Bien sûr, l'annonce du diagnostic, tout change.
On doit changer notre travail, on doit changer là où on habite, on change les habitudes, on change tout, on met par rapport aux malades. Parce que on doit habiter devant un CHU, on doit habiter, travailler dans un travail qui nous permet de nous libérer pour prendre en charge nos enfants. Parce que les familles de malades sont livrées à eux-mêmes. C'est à eux de chercher les soins, chercher la prise en charge. Et ils sont en train de sillonner l'Algérie en cherchant les soins. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit, comment, avec qui ils ont affaire. D'où l'importance d'ailleurs de la création d'associations comme la vôtre. Bien sûr, si vous voulez que je parle. Oui, bien sûr. Dites un mot sur l'association, bien sûr. Notre association est créée en 2013, quand, j'ouvre une parenthèse pour dire que le professeur Tliba, en 2013, nous a aidé à créer cette association. On a réussi quand même à organiser pas mal de séminaires, de symposiums, des activités de sensibilisation. Faire de la prévention surtout. Oui, la prévention. On a aussi installé une consultation pluridisciplinaire au CHU de Béjaïa. Il est reparti à Belida. Actuellement, le service est repris par Madame professeure Bekralas, que je salue de passage. Oui, à Béjaïa, on a pris en charge quand même les enfants précocement. Parce que c'est important de prendre en charge dès la naissance pour éviter les complications et les malformations qui suivent. On a fait un grand travail à Béjaïa, c'est pour cela qu'on a créé cette association nationale qui s'appelle l'Association algérienne des malades Spina Bifida, récemment agréée, et on est au début de la structuration de notre association. Et justement, le rôle de notre association, c'est de coopérer et travailler en collaboration avec les professionnels de santé, en collaboration avec les organismes gouvernementaux et l'accompagnement psychosocial des familles et des malades. Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure, justement au tout début de votre réponse, que le professeur Tliba est un membre fondateur, en quelque sorte, de cette association. Peut-être qu'on peut revenir aussi sur le rôle, justement, on parlait tout à l'heure, je vous ai posé la question sur la prévention, c'est le rôle de qui? C'est aussi le rôle des associations, c'est aussi le rôle des professionnels et des médias, comme vous l'avez dit. Un mot sur le rôle, justement, des professionnels en tant que, pas uniquement en tant que technicien, mais en tant que peut-être du côté social, c'est ça, côté social du médecin, j'ai envie de dire presque. Oui, il y a beaucoup à dire. En tous les cas, encore une fois, c'est pluridisciplinaire. On dit que la médecine d'aujourd'hui est une médecine 7P. 7P, c'est la médecine préventive, prédictive, pluridisciplinaire, personnalisée, basée sur les preuves, etc. Et la prévention, c'est le cœur du traitement. Maintenant, si on va voir la chaîne, le premier maillon, peut-être, à mon sens, c'est le médecin généraliste. Et peut-être, si on réfléchit, si on creuse un peu plus, la prévention commence par le conseil et par la sensibilisation. Le premier qui peut sensibiliser, c'est le médecin qui va signer le certificat prénuptial. C'est une idée qui me vient comme ça. Le médecin qui va signer le certificat prénuptial, il peut conseiller à la femme, écoutez, vous allez vous marier, commencez rapidement à prendre de l'acide folique. C'est ça. Ça, c'est très important. Absolument. Deuxième point important, si vous permettez. Oui, bien sûr, allez-y. Deuxième point important, on a constaté que pas tous, mais la majorité des patients qui souffrent de spina, qui naissent avec des spinas, ils sont issus de familles donc socio-économiquement un peu faibles. Et on a compris qu'il y a un déficit alimentaire. Donc un problème alimentaire, c'est l'acide folique. L'acide folique, c'est quoi? C'est la vitamine B9. Et à partir de là, où est-ce qu'on trouve la vitamine B9 dans la nature? Avant d'aller déjà vers la médication, on la trouve dans tout ce qui est donc légumes, et surtout les épinards, tout ce qui est salade, etc. Je pense que si les gens mangent bien, déjà, on n'a pas besoin d'une grosse quantité d'acide folique ou de folate, on les appelle les folates, pour protéger l'enfant. Donc, la nourriture, l'alimentation, c'est un deuxième conseil que les médias pourraient déjà transmettre à toutes les femmes en âge de procréation ou toutes les femmes qui souhaitent tomber enceintes, de bien manger et de manger équilibré. En plus de l'alimentation, en plus de médicaments, que le médecin généraliste, à la base, peut conseiller à toute femme qui souhaite avoir un bébé ou qui va se marier, l'alimentation équilibrée. Et après, c'est une chaîne.
c'est une chaîne. Le gynécologue, Oui. le On a premier vu tout à l'heure contact, c'est justement le dans le gynécologue. reportage, absolument, on a vu dans le reportage la personne qui n'a pas été, c'est pas pour tomber sur les gynécos parce qu'ils ne sont pas là malheureusement, mais pour dire aussi le rôle très important des gynécos, quand on a vu tout à l'heure la dame qui a dit qu'elle n'a pas été, qu'on n'a pas pu voir que son enfant était porteur de spina bifida pendant toute la grossesse, là aussi on voit l'importance justement du diagnostic pendant la grossesse et qui se fait généralement par les gynécos. Oui, effectivement, sauf que le gynéco, il a les bras croisés, il ne peut rien faire, c'est juste un constat. Le gynéco, Non, je parle du diagnostic. Le diagnostic, c'est pour alerter celui qui vient après, le pédiatre, parce que le problème à la naissance, si un spina, une poche qui est remplie de liquide, comme on l'a vu dans le reportage, si cette poche, elle se rend, il y a un risque d'infection et de méningite et de complications, même qui peut aller jusqu'au coma et au décès. On va voir peut-être quelques images justement qu'on pourra peut-être de spina bifida justement. On en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment bien expliqué ce que c'est pour que les gens comprennent mieux de quoi il s'agit. Alors c'est quoi un spina bifida, professeur? La définition. Oui. Bon, d'abord, c'est une malformation congénitale. C'est pas une maladie génétique. C'est une maladie à prédisposition génétique. C'est différent. C'est-à-dire, on peut avoir ça dans la famille. Il y a quelques facteurs. Un des facteurs, c'est la consanguinité. Quand les deux parents sont porteurs et on risque d'avoir donc un spina. Il y a certains facteurs environnementaux. On a parlé de l'alimentation, on parle des rayons X. Maintenant, on parle aussi des bains très chauds. Les femmes qui prennent des bains très chauds. La prise de médicamenteuse. Les femmes en âge de procréation qui prennent donc du valproate de sodium, c'est la dépakine. Il y a beaucoup de femmes qui prennent de la dépakine et la dépakine entraîne justement des spinas. Il faudrait que la femme, avant d'avoir des bébés, si elle est sous médicament dépakine ou tegretol, elle consulte le médecin pour qu'il switch, pour qu'il lui donne un autre médicament pour l'épilepsie. Alors, là, vous êtes en train de parler un peu des facteurs épigénétiques, ce qu'on dit l'épigénétique un peu en quelque sorte, les médicaments, les toxiques, l'alimentation, c'est ça. Ça, c'est pas l'épigénétique. La définition, c'est l'action de l'environnement. C'est ce qui peut agir sur le génome, c'est ça. Oui, c'est l'environnement. Mais ça, c'est pas exactement l'épigénétique. Les médicaments, c'est les effets tératogènes de médicaments. C'est les effets tératogènes, la fragilité donc chromosomique. Alors, si on parle de génétique, purement génétique, il y a des chromosomes qui peuvent porter le spina. Le spina, c'est la mutation du chromosome 3 et le chromosome 5. Donc, quand il y a une mutation de ces deux chromosomes, à l'état normal, on n'a pas donc de spina. Mais quand il y a une mutation, et ce qui peut renforcer justement ces chromosomes, ce qui peut éviter cette mutation, c'est les folates et l'acide folique. C'est en train de dire en gros qu'on peut quand même parler de famille, de personnes, quand on parle de gènes, donc il y a des familles de personnes qui sont prédisposées naturellement à faire cette malformation. C'est exactement ça, on les appelle les familles à risque. Alors les familles à risque, c'est des familles qu'on doit mettre de côté, on doit leur expliquer de manière très didactique, très pédagogique qu'il y a beaucoup de risques. D'ailleurs, quand une femme a un spina, la première question, on fait les antécédents familiaux, on demande à ce qu'il y a dans la fratrie de la femme. Parfois, c'est l'homme aussi, il n'y a pas que la femme. Est-ce qu'il y a des cas similaires? S'il y a des cas similaires, on dit à la femme, vous risquez, un membre de votre famille risque de faire la même chose. Donc, on essaie d'alerter toute la famille pour prendre de l'acide folique. Et ici, je parle d'acide folique. L'acide folique ne protège pas à 100%, il protège à hauteur de 70-80%. C'est beaucoup quand même, professeur. C'est énorme. 80%, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Et dans les 80%, du spina aussi, bon, on est en train de dramatiser, il y a des formes légères de spina. Il y a des formes modérées, il y a des formes graves. Les formes sévères ne dépassent pas les 5. Si on prend par exemple sur les 20-30% qui restent après avoir pris de l'acide folique, les formes sévères ne sont pas très nombreuses. Les formes sévères. On va y revenir, justement. Alors, on a tendance à culpabiliser, puisqu'on parle beaucoup de la consommation de l'acide folique, à culpabiliser les mamans. Mais il faut dire, peut-être aujourd'hui, et vous, en tant que président de l'association, que cette maladie peut être corrélée avec la santé de la mère, mais elle est aussi corrélée avec la santé des papas, enfin, la santé masculine, j'ai envie de dire. Justement, il y a des papas qui accusent leur femme de ne pas prendre assez de précautions pour éviter cette maladie. Et de vrais problèmes jusqu'à la divorce, jusqu'à la séparation, jusqu'à pas mal de complications entre familles. Ça déchire la famille, ça déchire la société en général, parce qu'il y a un manque d'informations. Il n'y a pas d'informations. Normalement, par rapport à notre avis, il faut que les gynécos réfléchissent sur
un système de sensibilisation, comment organiser, préparer la grossesse. Les familles ne préparent pas la grossesse en général, parce que c'est un problème. Il faut quand même prendre certaines mesures de prévention. Et il y en a ceux qui prennent... C'est-à-dire dire à toutes les femmes en âge de procréer ou qui ont l'intention de faire des enfants à consommer de l'acide folique, comme disait tout à l'heure professeur Tliba, voire à prendre en supplément, c'est ça? Oui, l'acide folique, le problème, ils prennent l'acide folique pendant la grossesse. Oui, c'était trop tard. Mais très peu de gens, vous savez, monsieur Kaïba, très peu de gens savent qu'il faut consommer de l'acide folique avant la grossesse. C'est-à-dire, dès qu'on a l'intention de faire un bébé, il faut penser à faire un bébé en bonne santé, et ça passe déjà par la consommation d'acide folique. Hein. L'information n'est pas bien clairement passée. On donne l'exemple. Surtout chez les familles à risque. On donne l'exemple de Béjaïa. À Béjaïa, on reçoit d'une manière rare les derniers temps ceux qui sont atteints de cette maladie. Il y a peu de malades à Béjaïa parce qu'on a fait un travail de prévention. On a parlé sur les mass médias, on a fait des campagnes, tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais à l'échelle nationale, dans d'autres wilayas, il y a beaucoup de travail à faire. Les femmes ne savent pas quoi il faut prendre de l'acide folique, il faut préparer la grossesse et prendre de l'acide folique avant la conception. Même toutes les femmes à l'âge de procréer, parce qu'il y en a qui disent que j'ai pas de relation avec le spina bifida, n'a pas d'antécédent, mais c'est faux. Toutes les femmes à l'âge de procréer doivent prendre de l'acide folique avant la conception, minimum 3 ou 2 mois. Oui, mais la complexité peut-être c'est parce que toutes les grossesses ne sont pas programmées, hein, c'est ça. Oui. Alors, on parle à peu près de 50% des grossesses qui seraient programmées. On peut agir sur cela quand même. Un peu moins, je dirais un peu moins. Les grossesses chez nous ne sont pas vraiment programmées. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai proposé dans le certificat déjà parce que c'est un problème de sensibilisation et d'information. Il faut donner l'information aux parents. Déjà, pendant le mariage, il faut que la femme commence d'emblée à prendre de l'acide folique. Mais il n'y a pas que, encore une fois, il n'y a pas que l'acide folique, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. On a parlé donc des rayons X, les rayonnements, des bains chauds. D'ailleurs, professeur Bouyoussouf, que je salue à cette occasion, il disait quand on donne les contraceptifs à une femme, il faut lui donner aussi de l'acide folique. Il faut lui dire, écoutez, quand vous voulez tomber enceinte, arrêtez la contraception, mais prenez l'acide folique. Donc, il faut switcher, il faut passer d'un médicament à un autre. Oui. Alors, il faut dire, parce qu'on a posé une question sur laquelle on est passé très rapidement, hein, sur cette question justement de culpabilité chez les femmes. Il faut dire qu'il y a eu une étude qui a été menée justement aux États-Unis après la guerre du Vietnam. Beaucoup de soldats qui ont été exposés à des agents toxiques ont eu donc des enfants atteints de cette malformation qui est la spina bifida. Et ça a été la preuve justement que l'homme ou que le papa aussi peut être responsable de la transmission d'une malformation. Alors on parle également de dépistage dans le spina bifida. Ça aussi, ça fait partie des messages que vous donnez dans votre association. Encore une fois, dans les familles à risque, hein, j'imagine. Oui, le dépistage, Ou ça ne se fait pas chez nous. Les maladies dites pour les malformatifs dans le spina bifida, c'est un problème de santé publique. Il faut qu'il y ait une approche globale sur la prise en charge multidimensionnelle. Il n'y a pas d'un système mis à l'échelle nationale sur la prévention, sur le dépistage. Il n'y a pas de statistiques. Vous savez que les familles sont livrées à eux-mêmes. Même les professionnels de santé, tout le monde travaille dans son coin, dans son domaine, et il faut qu'il y ait une collaboration. C'est pour cela qu'on a créé cette association, afin de collaborer avec toutes les parties, les différentes parties prenantes de la prise en charge. Il faut qu'elle soit globale et intégrée, la prise en charge.
Parce que, en parlant juste de la neurochirurgie, il y a aussi la chirurgie infantile, il y a les complications orthopédiques, il y a les complications de la chirurgie scoliotique, il y a aussi les luxations des hanches, il y a le problème de rééducation de l'appareil. Ça, c'est après. Hein. Ouais. C'est-à-dire là, on parle plus en amont, parler du dépistage, ça se passe in utero. Oui. Hein. C'est très bien, cette question elle est toute claire. On peut dépister grâce à la ponction du liquide amniotique, et ça se fait dans les pays développés. On peut le faire chez nous parce que c'est facile aussi. Il suffit de prélever quelques cc, quelques centimètres cubes de liquide amniotique de la femme enceinte et de l'analyser et de chercher ce qu'on appelle l'alpha-photoprotéine. C'est un indicateur de malformation. D'ailleurs, la nature fait bien les choses parce qu'un bébé mal formé, normalement, il est Là, on voit automatiquement une expulsé. malformation assez impressionnante quand même sur l'image, professeur Tliba. Là, c'est la forme assez grave. On l'appelle la myeloméningocèle, c'est-à-dire une participation de la moelle. Là, c'est la forme un peu... Il y a des formes extrêmes. c'est ça. Il y a des formes qu'on peut sauver. Là, c'est une forme assez grave. C'est un bébé qui souffre d'une myeloméningocèle. Toute la poche est pleine et remplie donc, de liquide, mais elle est remplie aussi d'éléments nerveux, la moelle et des racines. Donc, le bébé, comme vous voyez sur les pieds beaux, les pieds complètement mal formés, et la tête, une grosse tête, ce qu'on appelle une hydrocéphalie. Oui. Souvent, cette forme est associée à une hydrocéphalie. Oui. Ce sont des bébés qui ne vivent pas généralement, hein, ceux qui ont une très, très grosse malformation. Bon, il y a des formes non viables, incompatibles avec la vie, mais il y a beaucoup de formes qu'on arrive à sauver. Par exemple, la méningocèle simple, c'est juste une poche, c'est de l'esthétique. Là, on l'opère et ça. Là, on voit un autre cas, justement. Là, en haut, c'est un encéphalocèle au niveau donc, de la nuque, et celui d'en bas, c'est un myeloméningocèle. Alors, on dit, c'est professeur Ivoil Allen, pour être aussi... pour l'honnêteté donc historique et scientifique, il disait vaut mieux avoir un bébé handicapé mal formé qu'avoir un bébé arrièrement... C'est ça, avec un retard mental. Avec un retard mental, donc arriéré mentalement. Parce que la malformation, elle s'accompagne d'hydrocéphalie. Et si on ne traite pas l'hydrocéphalie, qui agit sur le cerveau, qui comprime le cerveau, le bébé, il devient arriéré mentalement et on aura le double problème, le problème de paralysie et le problème de retard psychomoteur. On commence toujours par l'hydrocéphalie. Oui. Est-ce qu'on peut... Alors, on arrive à peu près à la... Vous en avez touché un mot tout à l'heure à l'annonce. Hein. C'est un moment quand même difficile, hein, j'ai envie de dire, notamment lorsque ça arrive au moment où on s'attend à un heureux événement. J'imagine que c'est très dur hein, pour les parents quand on annonce ça, que ce soit pour le début pendant la grossesse ou après. Hein. Souvent, c'est perçu comment ? Et surtout, le premier enfant, c'est très très dur. Ça aussi, il y a quand même une nouvelle terrible hein, qui s'abat sur le couple. Et il arrive rarement à se remettre pendant des années. Et oui, on a des témoignages des familles qui ont vraiment... Même lorsqu'on leur explique quand même qu'il y a une prise en charge, mais la notion déjà du handicap, peut-être c'est ça la difficulté. La première fois, les parents aillent l'Internet et cherchent des informations et ils trouvent que c'est handicapé, c'est à vie. C'est une maladie quand même assez lourde, effectivement. Et automatiquement, surtout les femmes. Au début, il y a les femmes, les mamans qui souffrent, qui n'arrivent pas, surtout le problème, à accepter cette maladie, surtout le problème avec leur famille. La grand-mère et toute l'équipe de la famille n'acceptent pas parce qu'ils attendaient un beau bébé et tout. Au bout d'un moment, et après les années, ils acceptent. On finit par accepter. On finit par accepter. On cherche la prise en charge avec tous les moyens. Ils vendent leurs bijoux, ils vendent leurs terrains pour prendre en charge leurs enfants. On s'endette pour prendre en charge son enfant. Ils s'attachent à leurs enfants, ils vivent avec, comme nous tous. Est-ce qu'aujourd'hui les familles sont suffisamment sensibilisées quand on a par exemple un premier enfant qui a spina bifida? On est exposé dans la littérature à avoir un deuxième enfant spina bifida. Et c'est encore plus grave lorsque par exemple un des parents est porteur déjà de cette malformation, soit la maman ou le papa. Est-ce que les parents qui ont déjà un enfant et qui ont déjà une malformation sont sensibilisés sur le risque?
Oui, ils sont sensibilisés sur le risque. La première chose, c'est que les familles ne veulent plus avoir un deuxième enfant, par peur d'avoir un autre bébé. C'est dissuasif. Oui, exactement. Et prend à peu près 3 ou 4, 5 ans, 6 ans. Même avec un traitement, avec un accompagnement psychologique, ils arrivent rarement à avoir un deuxième enfant. Ils sont sensibilisés, ils prennent de l'acide folique, toutes les précautions. Et c'est un exploit pour eux, avoir un deuxième enfant en forme. Quelle est la conduite, justement, pour un parent qui a eu déjà un enfant spina bifida? Qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être pour éviter le pire pour le deuxième? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, justement, dans le cas échéant? D'abord, on explique bien aux parents et en général, ils comprennent très très bien. Ils posent des questions précises. La faute, la faute à qui? Enfin, la faute non, mais c'est dû à quoi? Oui, Est-ce c'est que ça, c'est une l'étiologie. maladie génétique? Est-ce que tous les enfants auront la même chose? Et après, quand on leur explique, ils comprennent qu'il faut prendre de l'acide folique, bien évidemment. Mais les parents, c'est vrai que c'est un choc. La naissance est un événement heureux qui se transforme en événement, donc un drame. Et les parents comprennent très bien quand on leur explique qu'il y a des parents qui ont d'autres enfants. L'exemple Kaïba, après Iman qu'on a connu dès le jeune âge, ils ont eu d'autres enfants, ils ont pris le courage d'avoir d'autres enfants. Et ça, c'est l'approche médicale, elle est très très importante déjà parce que d'ailleurs il y a une thèse qui a été faite avec une doctorante en sociologie qui a travaillé sur l'impact des SPINA chez les parents, sur l'impact des bébés SPINA chez les parents, donc comment ils vont percevoir, comment ils vont vivre, etc. Et on a constaté que les parents sont très courageux. Après quelques temps, ils prennent en charge. C'est-à-dire qu'il faut du temps, par contre, pour l'acceptation, peut-être, absolument. C'est la notion de deuil. Professeur Habib, est-ce qu'on peut poser finalement un pronostic, évaluer la sévérité, justement, au moment de l'annonce? Ou alors il faut attendre? On peut déjà avoir une idée parce qu'en fonction du siège déjà du spina bifida, donc il est comme dans la vidéo quand ils ont présenté au spina au niveau cervical, ils sont de meilleurs pronostics. Mais en fonction du siège et du type de spina bifida, oui, déjà on peut avoir un pronostic. Par exemple, je pense particulièrement peut-être pour les formes qu'on dépiste in utero. Est-ce qu'on peut s'attendre par exemple à des améliorations? Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des améliorations spontanées? C'est pour ça que je pose peut-être un peu cette question. Est-ce qu'il peut y avoir des améliorations spontanées in utero? J'allais dire un enfant, il y a toujours des miracles chez les nouveau-nés. Amélioration spontanée, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Nous, le but de la chirurgie, parce qu'à la limite, d'abord il faut opérer. Un bébé qui a un spina, il faut le préparer à la chirurgie. Je ne parle pas des formes très graves, il n'y a pas beaucoup d'espoir d'amélioration. Il y a des enfants qu'on arrive à sauver, et les autres enfants, c'est pour bloquer l'évolution de la maladie. Parce que si on n'opère pas un spina, le déficit, il s'aggrave. Ça commence par un déficit moteur des pieds, après c'est un déficit vésical, après c'est un déficit rénal, ils finissent par faire des insuffisances rénales, etc. Et là, c'est des complications majorées. Donc le mieux, c'est d'opérer précocement pour bloquer l'évolution de la maladie. Mais pour revenir sur le diagnostic, on peut faire, donc, comme disait à peu près professeur Habib, on peut faire une évaluation précise sur la notion du handicap, ou ce qu'on appelle le dysgraphisme. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le dysgraphisme, oui. La dysgraphie est un terme très ancien. Si on revoit l'histoire un peu, les pharaons avaient des bébés dysgraphiques. On a trouvé des stigmates d'enfants, surtout chez les pharaons, il y avait la consanguinité, beaucoup de consanguinité. Ils avaient beaucoup d'enfants qui avaient des pieds beaux, des malformations, entre autres des spinas. On l'appelle spina, mais on l'appelait aussi dysgraphie. Alors, la question, est-ce qu'on peut sauver ou pas? Bien évidemment, on peut sauver. Mais le but, c'est d'aller vers la prévention. Un enfant qui a un spina, il faut le prendre en charge. Le plus important, quand on est devant le fait accompli, c'est un fait accompli. Quand il naît, le bébé, le diagnostic, il est déjà posé. On n'a pas besoin de médecin, c'est clair. Après, on doit classer le spina. Il y a des spinas aperta et des spinas occulta. Occulta, ça veut dire fermées. Et là, elles sont très bien, elles évoluent très très bien. Il ne faut pas voir aussi que le côté noir. Ils évoluent très bien, on peut les opérer, elles reprennent leur vie le plus normalement du monde. Et puis les spinas ouverts, aperta, c'est les formes qui entraînent des handicaps. Ces formes-là, il faut les mettre dans un circuit qui les protège. Non, il ne faut pas qu'on rejette la balle sur les parents seulement,
qui se déplacent d'une spécialité à une autre. Après le gynécologue, c'est le pédiatre, le neurochirurgien, l'orthopédiste, en même temps le rééducateur, le réadaptateur physique, on les appelle la réadaptation physique, le psychologue. Il faudrait qu'il rentre dans un circuit pour corriger toutes les malformations. Et comme on l'a vu, on a des cas, un SPINA peut survivre. Professeur Jaffar, justement, qu'est-ce qu'on craint finalement dans cette maladie? Qu'est-ce qu'on craint? Donc c'est un handicap qui est lourd, donc on craint deux troubles. On craint d'abord sur le plan fonctionnel que le patient n'a pas d'autonomie, donc il faut améliorer son autonomie. Et puis l'autre problème qu'on craint, c'est le truc vital, donc dû au trouble vésico-sphinctérien. Donc c'est l'infection, c'est l'atteinte du haut appareil urinaire. Oui. Alors on va voir chez ces personnes, dès l'enfance, professeur, une sorte de souffrance, c'est ça? Des constipations à répétition, des infections urinaires à répétition, ce que vous disiez à l'instant, des déficiences motrices, c'est ça? Non, ils deviennent des C'est-à-dire le vécu, j'ai envie de dire, le vécu de tous les jours est quand même assez spécifique. Oui, c'est ça. Même quand même quand difficile. ils grandissent, ils doivent se prendre en charge, l'autosondage par exemple. Et c'est là le rôle des autres secteurs. C'est pas le secteur de la santé seulement, le secteur de la solidarité sociale. Il faudrait qu'on s'organise pour donner donc le nécessaire à ces enfants-là, comme les sondes, parce que ça coûte très cher une sonde. Si un enfant doit se sonder chaque 2-3 jours, ça coûte très cher. Il n'y a pas que la sonde, il y a l'appareillage, etc. C'est pour ça que j'ai dit c'est pluridisciplinaire. C'est ça. Pour intervenir pour les sondes, quand même, maintenant, elles sont remboursées. Remboursables. Donc, dès que le malade... À hauteur de 5 sondes, c'est ça? 5 sondes par jour, c'est ça? 5 sondes par jour, voilà. Donc la sécurité sociale prend en charge justement c'est-à-dire les sondes urinaires. Les sondes urinaires, justement pour permettre aux patients de vider sa vessie pour protéger son haut appareil. Oui. C'est suffisant. Donc, c'est des sondages intermittents que doit le patient faire lui-même. Alors ça a été justement un cheval de bataille pour vous, justement le remboursement des sondes urinaires, parce que beaucoup de malades, disons-le, souffrent d'incontinence. C'est suffisant? C'est la question que je voulais poser. C'est suffisant, 5 sondes par jour? Alors, Oui, avant, on dépensait à peu près 50 millions de centimes pour acheter ces sondes-là. C'est énorme. Oui. Et après... Et tout le monde ne peut pas se permettre. Après le travail de lobbying des associations, la Fédération algérienne des handicapés, on a quand même réussi à prendre en charge, la CNAS prend en charge, rembourse ces sondes-là, mais d'autres problèmes comme les couches Hachacom, on achète, c'est à nous d'acheter les couches, c'est à nous d'acheter, de payer toutes les... C'est une maladie qui coûte cher, finalement. Oui, c'est un lot, ça coûte cher, ça vraiment... pourquoi il faut que toutes les institutions se mêlent et aident ces familles, parce qu'il n'y a pas même pas une compensation de perte d'autonomie. À l'étranger, il y a une compensation, il y a des aides familiaux, il y a tout un mécanisme. Mais chez nous, Mazal... C'est un combat encore. C'est un combat à mener. J'ai envie de poser la question justement aussi sur le coût humain ou psychologique de cette maladie aussi, parce que ces malades, mais aussi les aidants, plongent souvent dans l'isolement, dans la dépression aussi. Ou pas? Oui, ça dépend caractère, ça dépend aux moyens. Il y a le coût humain, c'est difficile, c'est pas du tout facile de faire face à cette maladie, à ces complications. Vous savez que en sillonnant toute l'Algérie, pratiquement, de l'Est à l'Ouest, en cherchant de l'aide, en cherchant vraiment, c'est un vrai problème en Algérie. De santé publique. Je trouvais le chiffre, 50% des couples explosent. Oui. Nous, on joue énorme, personnellement, quand même, en tant que président de l'association, à chaque fois... C'est pas uniquement un problème de santé, finalement, c'est un problème social aussi. À chaque fois, je reçois des parents qui disputent entre eux en essayant de régler leurs problèmes, leurs querelles. C'est par rapport à ça. C'est vraiment un problème. Il n'y a pas de psychologue spécialisé pour ça. Il n'y a pas d'accompagnement. Ça aussi, ça s'est perçu un peu comme un luxe, l'accès justement à la psychothérapie. Oui, professeur Tlaïba, vous vouliez réagir? Oui, 50% peut-être des couples explosent, peut-être à l'étranger. Nous, on a constaté que les couples se renforcent aussi. Oui. Ça, c'est un chiffre de l'OMS. De l'OMS. Oui, c'est un ratio mondial. C'est un ratio. Quand il y a un bébé, au contraire, le couple, il s'unit encore plus. Le papa, il est toujours aux petits soins, il s'absente du travail. Et nous, on comprend tout ce jeu. Mais moi, je voulais revenir, puisqu'on a parlé de la chaîne.
dans la chaîne, il y a des maillons qui manquent. Vraiment, c'est le rôle. On a parlé de la prévention du début, mais la finalité, c'est la rééducation. Il y a d'autres malformations qui ne sont pas prises en charge parce qu'on a focalisé sur la prévention et le rôle du neurochirurgien. Ce n'est pas suffisant. Par exemple, la scoliose. La scoliose est un problème majeur. La scoliose de l'enfant qui n'est pas prise en charge en Algérie. Il n'y a pas de centre de prise en charge de scoliose. Parce que c'est une maladie quand même très fréquente dans le spina bifida, c'est ça? Oui, elle est toujours associée. La scoliose Absolument. est associée. J'allais défendre ma spécialité. Quand même, il y a des centres qui prennent en charge la scoliose. Peut-être Non, je parlais de la chirurgie de la scoliose. La chirurgie, il n'y a que le centre à l'échelle. On en a parlé au tout début de cette saison, justement, ça a été une des thématiques. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui font la chirurgie de la scoliose. Et parce qu'un enfant, bon, c'est bien qu'il soit mentalement bien développé, mais qu'il est complètement sur une chaise, il est complètement courbé, il ne peut pas se mettre, c'est-à-dire droit sur une chaise. Il faudrait, parce que la scoliose aggrave les troubles neurologiques, il est important. Absolument. Mais justement, le rôle du rééducateur, c'est de ne pas arriver à la chirurgie. C'est-à-dire qu'il faut le prendre dès le début. Il y a toute une prise en charge. Comment justement? Comment éviter qu'on en arrive à la chirurgie? Il y a des corsets qui sont mis en place. Donc, en fonction même pour les enfants atteints de spina bifida, ça se passe, ça se passe de la même manière. Oui. D'ailleurs, sa fille, elle est suivie à Terksain. Donc, on va éviter, juste notre but comme médecin MPR, c'est d'éviter Sa fille, par contre, a subi plusieurs chirurgies, si j'ai les bonnes informations. Oui. Même au niveau du rachis. Oui. Plusieurs chirurgies. Enfin, parce que c'est une scoliose paralytique, effectivement, c'est trop lourd. Mais notre objectif, c'est d'éviter la chirurgie ou d'arriver tardivement à la chirurgie. La spasticité aussi. J'allais poser une question très importante, justement. Quel genre d'adulte ça donne, le spina bifida? Parce on a vu quand même dans le reportage des enfants, on dit que c'est une maladie quand même avec laquelle on vit dès le premier jour de sa naissance. Finalement, en Algérie, je précise, ça donne quel genre d'adulte? Donc en fonction du niveau de l'atteinte. Donc en fonction du niveau de l'atteinte, si c'est une atteinte qui est minime, donc la personne, elle peut marcher, mais avec des troubles orthopédiques, effectivement, qui sont légers au niveau du pied. Donc en fonction de l'atteinte. Avec un appareillage, on peut vivre avec un appareillage ou un déambulateur. Voilà, des chaussures, juste si le pied qui est atteint, donc juste des chaussures orthopédiques, en fonction du niveau. Donc si au niveau du genou, on mettra un petit appareil. Si c'est toute la jambe, c'est le grand appareil. Et puis s'il y a la scoliose, donc on peut mettre également un corset de maintien. Mais en fait, il y a des patients qui sont sur fauteuil roulant. Oui. Donc on a différents niveaux d'handicap. Quelle est la part des personnes qui finissent sur un fauteuil roulant, professeur Taïba? Encore une fois, on revient à la classification, c'est les myélomélangocèles qui finissent sur une chaise roulante. Ça représente combien à peu près sur les spina, l'ensemble des spina bifida? Encore une fois, il y a 30% que c'est des formes graves, à peu près 30%. Mais il y a des patients qui survivent très bien. Il y a des patients qui consultent à un âge adulte. Parce qu'on voit des patients à l'âge de la vingtaine qui viennent et puis ils commencent à avoir quelques petits troubles, parfois des troubles non déclarés comme des troubles urinaires. Ils se disent, depuis l'enfance, je ne retiens pas bien mes urines. Et après, quand on fait une IRM, on trouve qu'il y a un spina occulte à l'intérieur. Oui. Il y a juste quelques petits stigmates et on peut les opérer pour les soulager. Donc c'est une pathologie qui est très, très variée, mais les formes graves ne dépassent pas les 30%. Et le plus important, encore une fois, on a parlé de prévention, assez de prévention. Le plus important, encore une fois, c'est de sauver le développement psychomoteur. Parce que c'est encore plus grave d'avoir un enfant ou un bébé ou une personne paralysée. Un adulte dans le futur. Un adulte dans le futur, paralysé, et puis avec des troubles psychomoteurs. Absolument. Alors, est-ce que toutes les spina bifida, tous les spina bifida sont opérables finalement? C'est juste ce que vous avez dit, dans le féminin, dans le masculin. D'accord, ça passe on dans dit les deux. Le spina et la spina. D'accord. On priorise un peu le masculin, le spina bifida. Vous avez dit opérable? Oui. Oui, à part des formes très très particulières, ce qu'on appelle la plaque médulaire, où la plaque médulaire où la moelle elle est complètement ouverte, elle est en surface de la peau. Dans ce cas, on ne peut rien faire. Il y a des formes, on peut voir les images, on a vu tout à l'heure des images, ce qu'on appelle le cranischisis, où toute la colonne vertébrale est ouverte, où une grande partie de la colonne vertébrale elle est ouverte. Mais cela ne dépasse pas les 1 à 3%. Mais sinon, tout le reste, on peut les opérer. Le cas d'Iman, professeur. Le cas d'Iman. Iman, elle est opérable. C'est pas une forme, c'est pas un rachis. C'est une plaque médulaire
on l'appelle la plaque médulaire de von Recklinghausen. Là, ça Ce qui veut dire, dans le langage des comètes de Mortel, pour que les gens nous comprennent quand même. Non, c'est le nom propre. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire la moelle, elle est plaquée directement contre la peau, il n'y a pas de poche. Pourquoi c'est... Là, on a besoin d'un plasticien. Et parfois, le neurochirurgien, il apprend la chirurgie plastique parce que c'est difficile de fermer. C'est le cas de Imen. Là, on a pratiqué une chirurgie plastique pour pouvoir fermer donc, le tout dans un sac, dans une poussine. Quand on arrive à prendre en charge précocement, alors on va opérer rapidement. Et pour la rééducation, qu'est-ce que cela va changer finalement concrètement pour les patients? Donc en fonction des déficits, quand ils viennent chez nous, on fait un examen clinique, donc en fonction des déficits qu'ils présentent, donc on intervient à chaque fois. Donc s'il a un déficit moteur, par exemple, juste les muscles qui sont atteints, donc on essaie de renforcer pour le mettre debout. Donc on va l'accompagner, on va faire une rééducation de la marche, soit avec l'appareillage ou sans appareillage. Donc il y a beaucoup de travail à faire. On va éviter les troubles orthopédiques, donc par un bon positionnement, par la prescription des attelles de nuit. Juste pour bien le positionner, on renforce les muscles et on fera une rééducation de la marche. Oui, pour les troubles vésico-sphinctériens, les troubles vésico-sphinctériens, donc on commence les incontinences, pour que les gens donc comprennent. On commence d'abord par un bilan, donc on fait un bilan urodynamique, donc c'est un bilan spécifique. Donc en fonction du bilan, on agit. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça c'est un gros problème quand même, pour une personne par exemple qui peut bouger, qui sort. C'est quand même compliqué d'avoir des incontinences. Donc la prise en charge justement de nos patients, pour terminer sur le plan vésico-sphinctérien, c'est d'arriver à un confort pour permettre justement à cet enfant qui va grandir donc d'avoir une réinsertion sociale pour pouvoir aller à l'école. Donc c'est ça notre objectif, c'est de lui donner un confort social. Oui. Professeur Tleiba, alors on a parlé de l'importance de la chirurgie, vous avez expliqué que c'est pour bloquer la maladie et éviter aussi les retards mentaux généralement. Alors ça se passe comment ? On va opérer dans la salle de naissance. Alors à l'étranger, on a vu qu'il existe des opérations in utero déjà et des opérations dès le premier jour de la naissance. Chez nous, ça se passe comment ? Bon, les opérations in utero, il y a quelques centres qui la pratiquent, mais il y a des controverses, il y a d'autres centres qui disent que c'est pas nécessaire. Trop invasive, c'est ça ? Trop invasive, il y a beaucoup de risques. Alors, on parle de la chirurgie. J'avais posé la question sur la chirurgie in utero. La chirurgie in utero, absolument. Ça se fait pas chez nous. Oui. Chez nous, on opère les bébés à la naissance, mais après 1 mois. Pourquoi on évite d'opérer avant 1 mois ? Parce que le bébé est très fragile sur le plan anesthésique. Sur le plan technique, c'est la même chose. Mais sur le plan anesthésique, le bébé peut ne pas supporter une anesthésie d'1 heure, 1 heure et demie. Donc on attend que le bébé s'adapte un peu à la vie. Et on commence toujours par traiter. S'il y a une hydrocéphalie, on commence d'abord par sauver le cerveau. Et parfois on fait les 2 choses en même temps. Après on opère le spina. Oui. Alors, est-ce que la phase de l'adolescence est un peu compliquée pour ces enfants ? Parce qu'ils vont grandir, ils vont avoir des problèmes de muscles, des problèmes des os. C'est fréquent ou pas ? D'abord, c'est bien sûr parce qu'il va voir, il veut devenir un beau jeune homme. Oui. Donc il veut vivre comme tous les autres. Et lui, il présente un handicap. Bien sûr que ça le bloque sur le plan psychologique. Voilà, que ce soit sur le plan moteur, sur le plan sexuel. Parce que c'est à ce moment-là, voilà, on n'a pas parlé de plan sexuel. Oui, parce qu'il y a aussi des problèmes au niveau génital, absolument. Au niveau génital, donc il se pose des questions sur son avenir. Oui. Est-ce qu'on peut on arrive à les aider sur ce plan, professeur Tleiba ? Sur le plan social, moi j'ai pas beaucoup d'expérience avec les enfants en âge d'adolescence. Pas de l'adolescence. Non, je parle de l'amélioration de leur vie. On parle de leur vie sexuelle. Est-ce qu'on peut améliorer la vie justement de ces enfants ou de ces jeunes en herbe dans le futur ? J'ai pas d'expérience. Voilà, je dis parce que il y a des médicaments. On n'est pas encore arrivé à ce stade. Oui, il n'y a pas de suivi sur le plan sexuel de ces enfants. Il y a le passage de l'enfant à l'adulte. Il n'y a pas de prise en charge sur ce... Des adultes déjà. On n'a pas encore arrivé à ce stade parce que la prise en charge, elle est récente. Elle reste insuffisante pour le moment. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Le temps qui nous est imparti est terminé. Merci, madame et messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est arrivée à son terme. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve samedi prochain et on parlera de diabète. Au revoir.